salam. Sur cette vidéo, on va juste se poser quelques questions, qui restent pour moi sans réponse. On dit que le soleil se lève en plein est, durant les équinoxes. Ce qui est vrai. Bien entendu. Mais de quel est s'agit-il? De l'est de la Terre toupie? Mais qu'en est-il de l'est de la Terre plate? Existe-t-il un point fixe pour l'est? Sur Terre plate, l'est reste toujours sur le côté droit d'un observateur, positionné sur un point des tropiques, et dont le regard se dirige vers le point nord. Mais existe-t-il un point de lever de soleil pour l'est, et un point de coucher pour l'ouest? Oui, probablement. Mais pour le moment, je n'ai aucune preuve tangible. Et c'est ce que je cherche à comprendre. Et dans le modèle du diable, qu'on appelle l'héliocentrisme, qu'en est-il? Écoutons ce que dit la science, sur les étoiles d'abord. La sphère céleste, et la notion d'astronomie sphérique, telle qu'elle se présente, immédiatement aux yeux d'un observateur isolé, incapable de déterminer les distances qui le séparent des astres, il imagine qu'ils sont situés sur la surface d'une sphère visible. C'est une sphère imaginaire, de rayons arbitraires. Les positions des objets célestes, ainsi que le cas échéant, leur trajectoire apparente dans le ciel, sont marquées sur la surface interne concave de la sphère. Hein? Une surface concave? Au-dessus de la Terre? On parle du dôme? On continue à écouter. Sur la Terre, la partie visible de la sphère céleste, c'est-à-dire l'hémisphère surplombant l'observateur isolé, est couramment désigné par le terme « voûte céleste ». Eh, on parle bien du dôme. La voûte, c'est le dôme. Vous avez bien entendu, n'est-ce pas? La science qui parle de sphère céleste, de voûte céleste, de sphère imaginaire, et même de rayons imaginaires. Pourquoi? Pourquoi la science ne désigne-t-elle pas le ciel comme un espace infini, comme elle le fait d'habitude? Ben oui. D'après le modèle du globe, il n'existe pas de voûte au-dessus de nos têtes, mais un espace infini, peuplé de milliards d'objets célestes. Et là, on nous parle de voûte, d'une sphère qui a un rayon. On écoute encore. Ce concept d'astronomie sphérique, hérité avec le géocentrisme depuis l'Antiquité, permet de figurer tous les astres collés sur une sphère, tels qu'on les voit depuis la Terre. Il est ainsi possible de les situer facilement dans le ciel. On leur attribue des coordonnées indépendantes de leur distance réelle avec la Terre. Les pôles nord et sud de la sphère céleste géocentrique prolongent ceux de la Terre. L'équateur terrestre et l'équateur céleste s'y trouvent sur le même plan. Réécoutons la première phrase. Ce concept d'astronomie, hérité avec le géocentrisme depuis l'Antiquité. Vous avez compris. Il n'arrive pas à expliquer la position des étoiles, sans avoir recours au géocentrisme. Oui. Dans le modèle géocentrique de la Terre fixe, il est facile de localiser les étoiles. Alors que pour un modèle, où la Terre se balade, à une vitesse de 2 millions de kilomètres à l'heure, avec une galaxie imaginaire, et dans un espace infini imaginaire, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident de pouvoir localiser les mêmes étoiles et constellations. Comment peut-on toujours voir, et depuis des millénaires, les mêmes étoiles et constellations, avec une Terre qui n'arrête jamais sa course infernale? C'est un gros problème pour la science héliocentrique. Il leur faut donc trouver des réponses convaincantes qui expliquent la position et le déplacement des mêmes étoiles et constellations depuis des millénaires. Pour cette raison, ils sont obligés de se baser sur la vérité. La vérité, que la Terre est fixe, et qu'elle ne bouge pas, est protégée d'un toit, qu'on appelle dôme, sur lequel sont fixées les étoiles. Écoutons encore. Bien que cette modélisation formelle de l'univers soit fondamentalement fausse, les rapports de distance entre les objets célestes sont si grands qu'ils permettent à cette modélisation sphérique, centrée sur l'observateur, d'être pour l'humanité l'outil cartographique de référence le plus indispensable à l'astronomie de position. Et voilà. Cette modélisation,
qui copie le géocentrisme d'une Terre fixe et couverte d'un dôme, est donc, selon la science du diable, fondamentalement fausse. Cette science de mauvaise foi, qui copie le modèle Terre plate, afin d'expliquer la position des étoiles, nous fait comprendre que même si elle prend comme exemple le géocentrisme, pour réaliser la cartographie de la voûte, elle ne reconnaît pas le modèle géocentrique. C'est l'hypocrisie du diable. Mais finissons de lire ce qu'ils ont à dire. En fonction de la position de l'observateur, on peut distinguer par exemple la sphère céleste géocentrique, dont le centre est la Terre. La sphère céleste héliocentrique, dont le centre est le Soleil. L'astronomie de position, est l'étude des positions des objets célestes. C'est la plus vieille branche de l'astronomie, elle remonte à l'Antiquité. Les observations des objets célestes sont importantes dans le cadre de la religion, et de l'astronomie. Mais aussi, pour le chronométrage. C'est-à-dire, pour la mesure du temps. La science, qui mesure les positions des objets célestes dans le ciel, est appelée l'astrométrie. Donc, si on comprend bien, d'après les adeptes même de l'héliocentrisme, la plus vieille branche de l'astronomie de position, remonte à l'Antiquité. Et quel est le modèle sur lequel l'astronomie des positions s'est basée dans l'Antiquité? Eh bien, le géocentrisme. Et oui. Pour pouvoir faire des calculs de temps, les astronomes et astrologues de l'Antiquité se basaient sur des étoiles et constellations, du modèle géocentrique d'une Terre fixe. Et non, d'une Terre en mouvement. Une Terre fixe, avec des astres, qui restent toujours visibles depuis la Terre. Si la Terre se baladait dans un espace sans fin, comment pourrait-on voir les mêmes étoiles? Et au même endroit dans le ciel? Et à des moments précis? Ce ne serait pas possible avec le déplacement infernal de la Terre autour du Soleil, et en même temps autour d'elle-même. Ce qu'on peut en conclure, les constellations, qui restent fidèles à leur position dans le ciel, et qui sont, depuis toujours au rendez-vous, et à la même heure, et cela durant des millénaires, ne concordent pas du tout, avec le modèle du diable, de la Terre toupie. Pour les gens qui savent réfléchir par eux-mêmes, la Terre est fixe. Ce sont plutôt les étoiles qui tournent autour de l'étoile Polaris, qui elle, reste fixe, au-dessus du centre de la Terre plate, qu'on peut appeler point nord. Alors, pour expliquer la position des constellations, sur Terre globe, les scientifiques au service du diable, cherchent des astuces. Ils inventent des calculs, soi-disant, trop compliqués à comprendre pour le commun des mortels. Ils savent très bien que les gens en général ne cherchent pas trop à comprendre ce qui est trop difficile à comprendre. Seuls, les chercheurs de vérité, iront analyser scrupuleusement leurs théories, pour découvrir qu'en fait, leurs théories mathématiques, qui font chic, ne sont en fait que des foutaises. Voilà comment, les satanistes ont réussi à nous endoctriner avec leur modèle luciférien. Ils ont profité de notre confiance. Il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse exister des scientifiques de mauvaise foi, menteurs, véreux, et satanistes par-dessus le marché. Mais maintenant qu'on sait, on ne peut plus leur faire confiance. Ils ne pourront plus nous tromper.
Voilà donc, en ce qui concerne la science dominante, et ses acrobaties, qui essayent d'expliquer l'inexplicable. Revenons maintenant, au lever et coucher du soleil. Et réfléchissons, et raisonnons par nous-mêmes. Y a-t-il un endroit, un point fixe sur Terre plate, qu'on peut désigner comme lever, ou coucher du soleil? Les deux points fixes, l'Est, et l'Ouest. Dans notre langage courant, on dit toujours, le soleil se lève à l'Est, et se couche à l'Ouest. Oui, mais dans n'importe quel pays, ou ville dans le monde, on dit la même chose. Quand le soleil se couche dans un pays, il se lève sur un autre. En réalité donc, c'est juste une question de sens. Le sens, d'où vient le soleil vers nous, et celui vers lequel il se dirige. C'est tout. Et pourtant, les deux points du coucher et du lever, ou si vous voulez, l'Est et l'Ouest, devraient bien exister. Savez-vous comment on appelle le Japon? On l'appelle le pays du soleil levant. Vous croyez que c'est juste comme ça, parce que le soleil, par rapport au continent européen, asiatique et africain, vient de ce côté? Non. À mon avis, il y a bien un repère géographique. Pour le lever du soleil, du côté du Japon. Dans le Saint-Coran, il y a un verset qui dit, « Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source chaude. » C'est le verset 4-26, de la sourate 18. Il désigne le prophète Dhul-Qarnin. Le prophète Dhul-Qarnin, paix sur lui, a suivi le soleil, pour voir où il se couche, et d'où il se lève. Le verset 90 de la même sourate, Allah, le Très-Haut, dit, « Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait, sur une peuplade, à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. » Donc, selon le Saint-Coran, il existe bien un levant et un couchant du soleil. Je vais vous donner mes déductions suite à ce que j'ai appris. Mais attention, ça ne reste que mon avis uniquement. Je n'ai aucune preuve concrète. Alors voilà. Je pense que le soleil, à l'approche du couchant, son altitude par rapport à la Terre diminue. En effectuant une légère descente vers le bas, le soleil arrive au point qu'on peut appeler « ouest » ou « couchant du soleil ». Il garde ensuite cette même altitude basse, sur une certaine distance. Ensuite, il arrive à un point, où il commence à remonter. Ce point, à partir duquel, le soleil commence sa remontée, est appelé « est ». C'est à partir de ce point, qu'il commence sa remontée, jusqu'à ce qu'il atteigne son altitude initiale. Vous allez me dire, oui mais où se trouvent ces deux points est-ouest? Le seul indice que j'ai, c'est le Japon. L'océan Pacifique est immense. Je pense que le soleil se couche, au-delà des mers du Japon. Dans les eaux interdites, par le traité de l'Antarctique de 1959. Que ce soit les anciennes ou récentes civilisations, l'homme a toujours fait ses calculs, astronomiques et astrologiques, en prenant comme repère, les équinoxes. Donc, le lever du soleil en plein est. Ce qui donne des journées, et des nuits à égale durée. Ou bien, on peut raisonner autrement, en se basant sur les jours et les nuits. Mais avant, écoutez ceci. Le terme équinoxe désigne le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Au printemps, pour l'équinoxe de mars, cela se produit généralement le 20 ou le 21 du mois, selon les années. En 2016, année bissextile, c'était le 20 mars, à 5h30. Ce n'était pas arrivé aussitôt depuis 1896. En 2018, l'équinoxe a eu lieu, le 20 mars, à 17h15. Ça restera le 20 mars, jusqu'en 2044. Il se déroulera le 19 mars, 20 fois durant le XXIe siècle. L'équinoxe d'automne signifie que la durée du jour est égale à celle de la nuit, et que le soleil s'est levé plein est, et qu'il se couchera plein ouest. Toutefois, l'équinoxe a une date extrêmement précise. Nous avons donc, 2 fois par an, où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Mais imaginez un peu. Comment le soleil peut-il se lever à 2 endroits différents, dans l'année, pour réaliser une durée de temps égale, pour le jour et la nuit? Les journées et les nuits sont égales, au jour d'équinoxe, durant 2 mois différents, et 2 saisons différentes. Soit, le mois de mars et septembre. Alors, n'oubliez pas que la Terre est plate.
On ne peut avoir une durée de temps égale entre le jour et la nuit, que lorsque le soleil se lève d'un point qu'on peut appeler plein est, et se coucher à un point qu'on peut appeler plein ouest. Si le soleil décale de ces deux points, il n'y aura pas d'équinoxe. Et les durées des jours et des nuits ne seront jamais égales. Dans le verset 17, de la sourate 55, Allah, le puissant, le sage, dit qu'il est le Seigneur, des deux levants, et des deux couchants. Puisque Allah dit la vérité, il existe donc bien, deux levants, et deux couchants. Dans le tafsir, c'est-à-dire explication des versets coraniques, il est question, des levants du soleil, et de la lune. Selon le tafsir donc, la lune aussi, possède son levant et son couchant. Ce qui nous ramène aux équinoxes du soleil. Il ne doit y avoir donc, qu'un seul levant, et un seul couchant. Alors, la logique veut, que le soleil se lève du même endroit, et se couche au même endroit durant les équinoxes. Vous me direz alors, le mois de mars, c'est aussi septembre, et vice-versa? Je vous dirai oui. Le mois s'appelle mars, quand le soleil arrive du tropique du Capricorne, pour se rendre au tropique du Cancer. Et ce même mois s'appelle septembre, lorsque le soleil effectue son retour depuis le tropique du Cancer pour aller vers le tropique du Capricorne. Quand le soleil chevauche le tropique du Capricorne, nous sommes en hiver. Le soleil ensuite passe du tropique du Capricorne, pour chevaucher l'équateur. À ce moment nous serons au printemps. Le mois de l'équinoxe sera donc mars. Imaginons maintenant, le soleil chevauchant le tropique du Cancer. Nous serons en été. Quand le soleil revient du tropique du Cancer, pour chevaucher à nouveau l'équateur, nous serons en automne. Waouh! Suivant ce raisonnement, le printemps c'est en même temps l'automne. C'est la même saison ou quoi? Eh bien, ce n'est pas la même saison. Quoique le soleil se retrouve exactement au même endroit. Que ce soit en mars ou en septembre. C'est tout simplement à cause de la température de la saison précédente. Je m'explique. La saison qui précède le printemps, c'est l'hiver. En hiver, nous étions donc, dans une saison où il fait très froid. En pénétrant dans le printemps, le climat devient de plus en plus chaud. On sort donc de la fraîcheur, pour aller progressivement vers la chaleur. Mais la saison qui précède l'automne, c'est l'été. En été, nous étions dans une saison où il fait très chaud. En pénétrant dans l'automne, le climat devient progressivement plus froid. On sort donc de la chaleur pour aller vers la fraîcheur. Et voilà pourquoi, mars reste mars, et septembre reste septembre. Ils sont vraiment différents à cause de la différence de température. Mais le soleil lui, traversera le même itinéraire le jour des équinoxes. Il ne changera pas de direction. En clair, quand le soleil parcourt l'équateur, on serait, soit en automne, soit au printemps. On est en automne si le soleil se dirige vers le tropique du Capricorne, et on est au printemps quand le soleil se dirige vers le tropique du Cancer. Voilà, c'est ma façon de voir les faits. Il se peut que je me trompe. Pour le moment, c'est la seule explication que je trouve en ce qui concerne les équinoxes de mars et de septembre. Conclusion. Il existe bien un endroit géographique pour le lever plein est, pour le soleil. Et il existe bien un endroit géographique pour le coucher plein ouest, pour le soleil. Où se situent ces deux endroits? Je ne saurais le dire. Je continue mes recherches. Faites les tiennes de votre côté. Peut-être que vous trouverez les réponses. Merci de votre attention. Salam.